Bonjour à tous. Pour me présenter rapidement, donc je suis Auriel, le CTO de Resilium. Déjà, je voulais remercier Opera, toute l'équipe Opera Cyber, pour me donner la possibilité de parler aujourd'hui durant cette conférence en ligne. Donc aujourd'hui, le thème abordé, ça va être la cybersécurité des PME. C'est une problématique qui est vraiment extrêmement d'actualité. Au cours de cette présentation, on va aborder toutes les problématiques majeures autour de la sécurité des PME. Et ça va tourner autour de ce thème-là. Ça va être comment justement se simplifier la tâche avec une plateforme tout en un, boostée par l'IA. Donc ça va être en fait le thème en filigrane derrière, et on va l'aborder à travers la revue d'un cas pratique qui va nous servir en fait de point de départ pour illustrer toutes les problématiques qu'on peut avoir en matière de cybersécurité pour les PME. En fait, quand on parle de sécurité des PME aujourd'hui, en 2025, en fait, les considérations vont beaucoup tourner autour de la réglementation, puisque on a de nouvelles en fait contraintes réglementaires qui apparaissent sur cette année 2025 qui vont rentrer en vigueur donc à la fin de l'année, notamment la NIS 2, mais on a aussi tout ce qui est déjà censé avant, donc la DORA, la RGPD, etc. Et en fait, nous, les problématiques qu'on a identifiées chez les PME, en matière de cybersécurité, elles sont principalement au nombre de trois. Donc, tout d'abord, on a une pénurie de ressources humaines. Donc c'est-à-dire que dans les PME, très souvent, on n'a pas les équipes dédiées pour la cybersécurité. On n'a pas d'équipe spécialement affectée à ça. Deuxième gros verrou, ça va être évidemment le prix des solutions du marché actuellement. C'est-à-dire que très souvent, on va retrouver des solutions taillées qui sont imaginées pour des gros comptes. Et donc, la conséquence de ça, ça va être que le pricing n'est pas du tout adapté aux besoins des PME. Et donc, très souvent, les PME, quand elles vont s'équiper, dans le cas où elles s'équipent, parce que souvent, du coup, elles vont faire le choix de ne pas s'équiper, parce qu'elles n'ont pas le budget, eh bien, elles vont s'équiper de solutions qui sont trop chères pour elles et qui ne répondent pas à leurs besoins parce qu'elles présentent trop de fonctionnalités et trop de complexité à être utilisées. Et ça embraye en fait sur le problématique, le troisième verrou observé aujourd'hui chez les PME en matière de sécurité. Eh bien, c'est le manque de compétences techniques. C'est-à-dire que quand bien même on aurait des solutions, très souvent on se retrouve noyé dans la complexité d'administration de ces plateformes. En fait, on multiplie les outils sans avoir forcément les compétences de les administrer, et on se noie un peu dans ce jonglage entre les différentes plateformes, entre les différents outils. En fait, là, ce que je vais vous présenter maintenant, c'est tout simplement une mise en situation qui va illustrer plusieurs points faibles qu'on retrouve malheureusement souvent chez les PME ETI, et on verra derrière en fait comment on peut remédier à ces problèmes-là, et notamment grâce justement à la plateforme Resilium. Mais en fait, l'idée c'est déjà de mettre en lumière les problèmes, de les identifier, parce que très souvent le problème c'est justement qu'on n'identifie pas les problèmes à la source, et avant de savoir comment justement y remédier. On va prendre le cas de Olivia, qui est une journaliste chez Prestar. Donc son métier, ça va être très souvent de faire des interviews avec des personnes, collecter de l'information, écrire des papiers. Je vous laisse imaginer l'importance qu'a pour elle la donnée, c'est-à-dire que les fichiers qu'elle stocke sur son ordinateur sont extrêmement précieux. Ce sont les papiers qu'elle a pu déjà écrire et qui ne sont pas encore parus. Ce sont toutes les informations très confidentielles qu'elle a pu collecter en vue d'écrire ses prochains papiers. Donc évidemment, l'information est vraiment pour elle une donnée, c'est vraiment pour elle un enjeu extrêmement stratégique. Donc Olivia, un jour, va recevoir un mail qui va lui dire, écoutez, il faut mettre à jour votre compte Zoom. Maintenant, Olivia a l'habitude de travailler sur Zoom parce que, évidemment, son quotidien se compose très souvent d'interviews avec des sources, soit des confrères, tout un tas de choses qui fait qu'elle utilise très souvent Zoom. Donc, ce mail ne lui semble pas forcément plus bizarre que ça. Et donc, dans ce mail-là, on va un peu lui mettre la pression. On va lui dire, vous avez 24 heures pour mettre à jour. Sinon, votre compte va être suspendu. Et donc, pour elle, c'est une grosse interruption de service pour son travail, puisqu'elle l'utilise le jour et que c'est un outil tout simplement dont elle a extrêmement besoin. Elle va cliquer sur le lien. À partir du moment où elle clique sur le lien, eh bien, elle remarque que là, les choses ne sont pas normales. Elle remarque quelque chose de bizarre. Son bureau ne ressemble plus du tout à ce qu'il était 5 minutes auparavant. C'est-à-dire qu'elle va observer que toutes les icônes commencent à changer. En ouvrant
un document, un article qu'elle avait écrit, eh bien, elle se rend compte que tous les caractères sont devenus illisibles. C'est une suite de caractères sans dénués de sens. Et donc, là, elle comprend que quelque chose d'anormal est en train de se passer. Ensuite, elle va recevoir un message sur son ordinateur qui va lui dire bien, vos fichiers ont été encryptés, vous avez 72 heures pour payer une rançon de 5 000 €, sans quoi vos données seront divulguées. Ok, donc là, on va rentrer dans un cas de ce qu'on appelle donc une attaque par ransomware. C'est-à-dire que en fait, Olivia a été ciblée par un logiciel malveillant qui s'appelle un ransomware, qui va chiffrer les données de son ordinateur. Les données ne sont plus accessibles, ils sont complètement bloqués par l'attaquant. Et en fait, la solution proposée par les attaquants, tout simplement, ça va être de payer souvent très cher pour pouvoir retrouver ces données. Je vous laisse imaginer que très souvent, évidemment, on n'est pas du tout sûr que payer la rançon amène au déblocage des données. Et donc, on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée parce que nos données sont bloquées d'abord. Ensuite, un attaquant a désormais la main sur notre PC, on ne sait pas trop ce qu'il peut en faire, on ne sait pas trop ce qu'il peut faire de nos données, on ne sait pas trop même à quoi il a ou pas accès. Et donc, on se retrouve dans une situation extrêmement compliquée, qui plus est quand on travaille dans un milieu stratégique où l'information, c'est le cœur de métier et où la divulgation d'informations pourrait avoir un impact extrêmement important. Quel a été le vecteur de cette attaque? Le vecteur de cette attaque, ça a été le mail de phishing. Très souvent, on parle d'à peu près 90% quasiment du temps sur les attaques qu'on enregistre sur le scope des PME. Les attaques démarrent par un mail de phishing. C'est-à-dire qu'on va recevoir un trafiqué, un mail donc malveillant, dans lequel va se cacher un lien qui va permettre à l'attaquant d'installer sur notre machine tout simplement un logiciel de ce qu'on appelle ransomware, de chiffrement des données. Maintenant, juste au moment où on en est dans cette présentation, je vais vous poser une petite question. Eh bien, vous, à votre échelle, pensez-vous qu'un document confidentiel appartenant à votre entreprise peut être partagé non, pardon, excusez-moi. Première question d'abord. À combien évaluez-vous le risque si un de vos fichiers importants devenait inaccessible à cause d'un ransomware, comme on l'a vu ici? À combien évaluerez-vous ce risque? Et puis, est-ce que vous sauriez réagir dans une telle situation? Alors, je vous laisse voter, si vous voulez bien, voilà, dans le sondage qui s'affiche chez vous. On va laisser une petite minute aux participants pour pouvoir voter dessus. Et puis, ça va nous permettre, en fait, de nous rendre compte un peu du niveau de maturité, du niveau d'information qu'on peut avoir en matière de risque, en matière notamment de ransomware, puisque c'est de ça qu'on parle aujourd'hui et que ça cite beaucoup les PME. Mais c'est pour prendre la température un peu des connaissances qu'on a sur ce sujet et du niveau de sensibilisation à ce sujet-là. Donc voilà, je vous laisse encore un peu de temps pour voter. Très bien. Alors, on va... je vois qu'on a a priori qu'un seul vote dans les spectateurs. Bon. Ok, on va fermer les votes et puis on va afficher les résultats du sondage. Pour 100% des votants, alors on voit qu'on y a déjà réfléchi, mais rien n'est formalisé. Effectivement, très souvent, on observe que au sein des PME, on n'a pas forcément les bons réflexes en matière de réaction sur une type ransomware. Maintenant, on va voir ensemble quels auraient été les bons comportements à adopter en amont pour freiner une telle attaque. Et bien sûr, avec Resilium, quelles auraient été les options qui s'offriraient à vous. Déjà, pour parler un peu de Resilium, qu'est-ce que c'est? Eh bien, tout simplement, c'est une plateforme qui va regrouper 9 modules de sécurité et qui va vous proposer une solution all-in-one, une plateforme qui intègre 9 modules, boostés par l'IA. L'idée, c'est de faire sauter en fait les différents verrous dont on a parlé tout à l'heure pour répondre aux 3 problématiques principales qu'on a identifiées, à savoir le manque de ressources humaines, le verrou budgétaire pour les PME et le manque de compétences techniques. Pour le verrou budgétaire, très simplement, Resilium, c'est une solution qui a été taillée sur mesure des PME pour répondre à leurs besoins, tant au niveau fonctionnel, donc en offrant une solution simple d'utilisation, et que au niveau du prix, puisque en termes de prix, en fait, on va commencer autour des 8 € utilisateurs et par mois. Et donc, ça vient répondre à la première problématique, celle du prix. En ce qui concerne les ressources humaines, eh bien, vous avez une équipe d'analystes complètement dédiée à l'analyse de votre environnement client, donc c'est-à-dire une équipe ce qu'on appelle MDR 24/7, donc Manage Detection and Response, c'est-à-dire qu'on a une équipe d'analystes qui va analyser en continu, en temps réel, toutes les alertes qui apparaissent sur votre plateforme et qui, en cas d'alerte critique, va
vous accompagner en direct pour résoudre les alertes. Et donc, pour le troisième verrou, celui des compétences techniques, eh bien, vous avez désormais à disposition une plateforme qui va regrouper la détection, la réponse à incident et la conformité dans un seul endroit, simple à utiliser, comme vous allez pouvoir le voir tout à l'heure. Et donc, comme ça, on entend, voilà, aider les PME à répondre à ces trois problématiques-là. Maintenant, prenons le cas. Alors, je vais switcher sur la plateforme pour vous montrer un peu comment ça se serait passé du côté de notre cas à nous. Voilà, je vais partager mon écran et vous montrer donc comment ça, ce qu'on aurait pu faire, voilà, si on avait eu sous la main la plateforme. Grisilium, ça se présente comme ça. C'est-à-dire que c'est une plateforme sur laquelle on va retrouver donc de manière claire, ludique, très orientée utilisateur, pas mal d'informations en fait qui vont nous servir à avoir toutes les informations nécessaires pour gérer notre sécurité. Là, on va retrouver le cyberscore ici en haut à droite. Eh bien, tout simplement, c'est un score qui va nous donner une vue très rapide sur notre niveau général d'hygiène cybersécurité. En fait, la plateforme va remonter des alertes de sécurité et en fonction de ça, plus vous allez les traiter, plus le cyberscore va monter. Et à l'inverse, plus les alertes vont s'accumuler et plus le cyberscore va descendre. Ici, on a le radar qui regroupe les 9 modules dont j'ai parlé tout à l'heure et qui va nous permettre de switcher entre les différents modules, entre les différentes alertes et procéder au traitement des alertes. On retrouve aussi une catégorisation donc des alertes par niveau de risque qui nous permet tout simplement de traiter dans un premier temps les alertes critiques pour diminuer tout de suite d'entrée de jeu le niveau de risque. Maintenant, on va reprendre le schéma donc d'attaque qui a été celui qu'on a vu avec Olivia. Elle reçoit un mail, d'accord ? Eh bien, tout simplement ce qui se serait passé avec Grisilium, tout ça. Elle reçoit son mail. On va pouvoir cliquer ici dans le module d'email protection et identifier les différentes menaces liées au mail. Donc tout simplement, voilà, on va nous dire que là, voilà, un mail de phishing potentiel a été détecté. Qu'est-ce que je peux faire ? La plateforme me donne la possibilité de remédier directement à cette alerte en cliquant sur Remediate. Eh bien, je vais avoir plusieurs actions que je peux prendre de manière automatique. Donc, si l'action n'est pas prenable automatiquement, eh bien, je vais avoir une procédure qui va m'expliquer comment faire. Vous voyez, manuellement, je vais pouvoir être guidé en fait pour remédier à l'alerte de manière manuelle. Et je vais avoir aussi beaucoup d'actions qui sera possible de prendre de manière automatisée. Et ça, en fait, on va le retrouver sur l'ensemble des modules. L'idée, c'est de proposer toujours le même mode de fonctionnement pour simplifier la tâche aux PME, justement, dans l'administration de leur sécurité. Par contre, les actions de remédiation, elles, bien sûr, vont être adaptées totalement sur mesure à la situation à laquelle on fait face. Si je reçois un mail de phishing, les actions ne seront pas les mêmes que si on a identifié, bien sûr, un ransomware sur mon PC. Là, ce que je vais pouvoir faire de manière automatique, c'est, par exemple, ajouter le domaine expéditeur sur une whitelist ou une blocklist si j'estime que le mail vient d'une source fiable. En l'occurrence ici, on va l'ajouter à la blocklist parce que je me suis rendu compte que c'était un expéditeur qui n'est pas fiable et c'est ce que aurait pu faire un administrateur sécurité chez Prestar qui était donc l'entreprise où travaillait Olivia et donc en amont il aurait pu bloquer le fait que Olivia puisse ne serait-ce que cliquer sur le lien. Là, je vais remédier. Maintenant, imaginons que le mail donc soit passé inaperçu, que Olivia ait reçu dans ce mail-là. Alors, eh bien, qu'est-ce qui se serait passé ? Elle clique sur le lien, ça génère une alerte au niveau du poste, puisque le malware, le virus, si vous voulez, le ransomware dont on a parlé, il a infecté le poste d'Olivia. Donc là, on va aller voir du côté de la protection endpoint, donc ce qu'on appelle la protection endpoint, à savoir que chez Resilium, on a noué un partenariat avec SentinelOne, qui est un des leaders du marché de l'EDR, qui nous permet de faire profiter nos clients pour un coût de licence unique, de toute la puissance de détection et de remédiation de SentinelOne. En fait, ça, c'est un point très important, c'est que l'offre Resilium s'articule autour d'une offre de licence unique. Donc, pour un prix de licence unique, vous avez les 9 modules, y compris SentinelOne, plus le MDR, donc c'est-à-dire ce service d'analyse en continu par nos analystes en 24/7. Voilà, ça c'était la petite aparté. Et puis maintenant, on va passer du coup sur le Endpoint Security. Donc on va revenir et cliquer ici sur Endpoint Security. Et là, on voit antivirus threat. Donc là, c'est ce qui a été détecté par SentinelOne. Et un ransomware a été détecté sur le poste. Ok, SentinelOne va me donner toutes les informations complémentaires sur ce virus-là. Et il va me donner pas mal d'informations. Où est-ce que le fichier a été trouvé au sein du système, sa signature, etc. Et là, il va me proposer de remédier à l'alerte. En 3 clics, pareil, voilà.
Je vais cliquer sur Mitigate Threat. Là, on voit bien que les actions proposées sont différentes et adaptées à la situation dans laquelle je me trouve. Et puis, je vais pouvoir kill le process directement et même le mettre en quarantaine, c'est-à-dire isoler complètement ce processus sur mon ordinateur pour qu'il ne puisse pas communiquer avec le reste de mon ordinateur et qu'il ne puisse pas se diffuser et donc s'exécuter et porter atteinte en fait à mon système, c'est-à-dire chiffrer mes données dans notre cas. Là, je vais faire voilà remédier et puis j'ai remédié à l'action. Donc là, j'ai bloqué au niveau système, au niveau installation du programme, eh bien j'ai bloqué cette attaque. Maintenant, imaginons que l'attaque soit quand même passée, donc le ransomware a fait ce qu'il avait à faire, et puis l'attaquant a pris la main sur mes fichiers. Il m'avait menacé de divulguer mes fichiers privés. Maintenant, on va voir qu'avec Resilium, on peut aussi bloquer l'envoi en fait de fichiers en mode public. Pour ça, je vais aller sur le module Cloud Data. Et le module Cloud Data, c'est le module qui va protéger en fait mes données. C'est-à-dire que je vais pouvoir en fait avoir une vue sur les fichiers, toutes les données qui sont partagées en mode public ou pas, avec quelles permissions ils sont partagés, et je vais pouvoir agir sur ce mode de diffusion de mes fichiers. Ici, je vois par exemple que j'ai un rapport budgétaire qui a été diffusé en mode public. Pardon. Là, par exemple, ici, on va prendre cette alerte-là qui est partagée pour elle en mode public. Ici, l'attaquant, on voit qu'il s'est partagé à son adresse mail à lui, puisqu'on voit evildomain.com, ce rapport budgétaire. Et on a ici des documents aussi partagés en mode public. Donc là, c'est-à-dire que n'importe qui aurait accès au lien de partage pourrait potentiellement accéder à cette ressource sans avoir besoin de se connecter à quoi que ce soit, sans avoir besoin d'être membre de mon organisation. Il aurait juste à cliquer sur un lien et puis la ressource apparaît. On va prendre, en l'occurrence ici, ce rapport budgétaire et faire, eh bien, on va pouvoir remédier, pareil, toujours la même mécanique, le bouton remédiation en 3 clics, et puis je vais avoir la possibilité ici de soit modifier les permissions pour restreindre le partage, et je vais avoir aussi la possibilité de supprimer automatiquement le lien de partage. À ce moment-là, voilà, je clique sur remédier, et puis à ce moment-là, eh bien, le lien de partage a sauté, et donc plus personne n'a accès à cette ressource. Voilà ce qu'on aurait pu faire avec la puissance de l'outil Resilium. Maintenant, je vais vous poser une question à vous dans le chat. Est-ce que vous pensez, à l'échelle, dans votre entreprise, qu'un document confidentiel pourrait être partagé par erreur? C'est-à-dire que sans que vous le sachiez, eh bien, un document confidentiel qui se trouve sur votre ordinateur, dans vos fichiers, puisse être partagé sans que vous le sachiez, tout simplement. Voilà, je vois que on a répondu que c'était déjà arrivé. Oui, c'est déjà arrivé. Eh bien, voilà, c'est souvent en fait malheureusement ce qui arrive, c'est que bien souvent on n'a pas la vue en fait sur ce qui est fait avec nos données, parce que tout simplement peut-être qu'on ne maîtrise pas techniquement tous les aspects du problème. On ne sait même pas parfois qu'est-ce qui est exposé à l'extérieur, qu'est-ce qui est en public, qu'est-ce qui est en privé, puisque à savoir par exemple si vous utilisez une solution telle que Teams, le simple fait de partager un document sur Teams avec un collaborateur, eh bien ça va générer un lien de partage public, et donc n'importe qui aurait accès à ce lien-là peut accéder à votre ressource sans, comme je l'ai dit, avoir besoin de se loguer où que ce soit. Et puis un lien, ça va très vite. Hein. Ça peut se partager sur un groupe WhatsApp, ça peut se partager sur un groupe Telegram. Ça va extrêmement vite. Et bien souvent, on est dépassé en fait par ce risque-là, et on n'en a même pas conscience. En fait, c'est ce qu'on observe très régulièrement, malheureusement, au sein des PME. Et donc, ça peut porter vraiment beaucoup atteinte à notre organisation, puisque de la donnée exfiltrée, évidemment, c'est un risque majeur pour une entreprise. C'est potentiellement, quand on a vu des rapports budgétaires qui fuitent, c'est là, dans le cas d'une journaliste, eh bien, des données extrêmement précieuses, exclusives, qui vont fuiter, etc. Donc, on peut facilement donc imaginer l'impact dans tel risque. À ce moment-là, donc je vais repasser voilà sur la présentation de la plateforme, en fait, pour vous montrer que voilà, si les données avaient été exfiltrées, on aurait pu couper ce partage. Et donc en fait, bien, tout ce que je vous ai montré là, c'est pris en charge MDR par notre équipe d'analystes 24/7 qui va être là pour veiller à votre sécurité. Comment ça se passe en fait sur la plateforme? Vous avez même le résumé de ce qu'on appelle les incidents. C'est-à-dire que ici, voilà, on va cliquer sur Malware Detective, vous avez tout l'historique des différents événements qui se sont produits et qui ont constitué ce qu'on appelle un incident, donc c'est-à-dire du début à la fin, comment le malware est rentré, donc là en l'occurrence c'était un mail de phishing, etc., etc. Pour la plateforme. Alors maintenant, ce que j'aimerais donc discuter avec vous, je vais vous montrer une petite infographie. Hop, c'est comment on aurait pu éviter en fait tout ça en amont. D'accord? Comment on aurait pu éviter tout ça en amont? Parce que là, en fait, vous voyez que ce que vous voyez sur votre écran, eh bien, c'est le résumé, en fait, des 4 modules qu'on a évoqués ici. Vous voyez que la chaîne d'attaque est la suivante: mail de phishing, clic sur le mail, infection du poste et fuite de données.
On a vu aussi que Resilium permet, avec chacun de ces modules qu'on a présentés durant cette webconférence, celui le endpoint security et le cloud data, de bloquer les attaques potentielles à des niveaux plus ou moins avancés de la chaîne d'attaque. Le mieux étant bien sûr de bloquer l'attaque le plus tôt possible. Maintenant, ce que je veux évoquer avec vous, c'est la sensibilisation, c'est la clé de tout dans une PME. Pourquoi? Parce que quand on va éduquer nos collaborateurs à ce que c'est qu'une attaque par ransomware, à ce que c'est un mail de phishing, on va les former tout simplement, et puis on va leur donner les armes pour ne pas tomber dans les pièges des attaquants. Et en fait, le module de sensibilisation de Resilium, c'est exactement ce qui va permettre. Je vais repasser en fait en mode présentation de mon écran. Et puis, je vais vous montrer, on va aller faire un petit tour du côté du module de sensibilisation qui se trouve ici. Ok. Donc, comment ça se passe? Je vais pouvoir créer une campagne de phishing ici, à partir d'un template. On va prendre exactement le cas de Olivia. C'était que mettez à jour votre compte Zoom. Donc, je vais choisir bien sûr le français. Mettez à jour votre compte Zoom, continuez. Vous pouvez voir que en fait la liste des templates est vraiment très complète. Enfin, on a beaucoup de situations différentes qu'on peut utiliser. Et là, je vais avoir une preview du mail. Bien sûr, nous, ce qui nous intéresse, c'est comment ça va se passer du côté du mail en lui-même. Bien sûr, on va aller voir ça directement sur ma boîte mail. Ici, voilà, je reçois un mail que j'ai classé dans un dossier dédié, simulation de phishing. Comment ça se passe? Voilà, en fait, à quoi ressemblerait le mail que vous recevrez si vous lancez une campagne de sensibilisation et de test de phishing avec Resilium. Donc, vous recevez un mail qui ressemble vraiment à un mail envoyé par Zoom. L'adresse, vous voyez que est un domaine très ressemblant à celui de Zoom. Donc, pour un employé qui n'est pas sensibilisé, qui n'a pas vraiment une grande éducation du risque cyber, eh bien, on peut facilement imaginer qu'il ferait que la confusion entre ce domaine-là et le vrai domaine de Zoom. Derrière, un mail qui nous paraît assez légitime, en fait, si on a l'habitude d'utiliser Zoom, hein. Et puis, un bouton ici, mettre à jour mon compte Zoom. En lisant le mail, je vais me dire, ok, c'est legit, moi j'utilise beaucoup Zoom, donc peut-être que je dois mettre mon compte à jour, surtout qu'il me laisse que 24 heures pour répondre. Je vais cliquer dessus, voilà. Je vais cliquer, et là, je me suis fait hameçonner. Et donc, je suis informé que je me suis fait hameçonner, et du côté administratif, donc c'est-à-dire l'administrateur sécurité, lui, ce qu'il va voir, eh bien, il va voir ça. Il va voir les résultats de sa campagne de démo, donc on va aller voir ça tout de suite. Et donc, ça va se passer comme ça. Il voit que Auriel, en l'occurrence, donc moi, puisque c'est moi qui ai mené la campagne, il a cliqué. Il a cliqué, et même on était deux à cliquer pour ce test de campagne, donc là, on est vraiment pas bon. Et donc, ça me permet, derrière, de lancer une campagne de sensibilisation sur, en fait, cet utilisateur-là, sur ces utilisateurs-là. Comment je fais? Tout simplement, je passe ici. Ah, alors, on me dit qu'on n'a pas vu le mail. Est-ce que vous voyez bien? Ça arrive dans votre boîte mail, tout ce qu'il y a de plus plausible. En fait, voilà, c'est vraiment très bien fait. Vous voyez que on peut facilement se méprendre en fait à croire à un vrai mail de Zoom, surtout comme je l'ai dit pour des utilisateurs qui n'ont pas l'habitude, qui ne sont pas forcément éduqués sur ces problématiques-là. En cliquant sur le mail, eh bien, on est redirigé sur la page que je vous ai montré tout à l'heure et que je vais remettre du coup. Tac. Alors, je peux jongler un petit peu. Donc là, voilà comment ça se passe. Et puis derrière, on va pouvoir programmer une campagne de sensibilisation sur notamment le phishing, mais tout un tas d'autres thèmes qui sont proposés. Et on va pouvoir comme ça former nos utilisateurs au risque cyber pour bloquer tout en haut en fait de la chaîne de risque qu'on a vu ici. Donc voilà. Donc en fait, imaginons qu'Olivia avait reçu une campagne de phishing, de sensibilisation de phishing par son service IT ou par justement des administrateurs qui utiliserait une solution comme Resilium, elle n'aurait jamais cliqué sur ce lien. En tout cas, elle aurait réfléchi à 2 fois avant de le faire. Écoutez pour cette présentation. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a intéressé. Donc, évidemment, si vous voulez en savoir plus, je vous laisse flasher le code barre, le QR code, pardon, et puis, vous mettre en contact avec nous pour qu'on puisse revenir vers vous et vous proposer une démo bien plus complète de la plateforme. Maintenant, on va ouvrir une session de 15 minutes de questions-réponses, qui va nous permettre d'approfondir un peu le sujet si vous avez des questions particulières. Voilà, écoutez, merci beaucoup de m'avoir écouté et puis je vous laisse la main pour les questions. Si vous avez des questions dans le chat, n'hésitez pas. Alors, on a une question de Ethan qui nous demande: vous nous avez parlé de 9 modules, mais nous n'en avions vu que 4 dans la présentation. Effectivement, très bon point. Alors, évidemment, pour des questions évidentes de temps, on a pu présenter que 4 modules, et aussi c'est les 4 modules qui rentraient en fait en jeu dans le scénario qu'on a présenté. Alors,
Par rapport aux autres modules de la plateforme, très intéressant comme question. Bien, je vais vous montrer ça tout de suite. On va aller encore du côté de la plateforme. Je vais vous partager mon écran. On va retrouver, comme l'a dit Ethan dans le chat, 9 modules. On a tout d'abord l'ITDR. Donc l'ITDR, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est tout ce qui va tourner autour de la sécurisation de l'identité. C'est-à-dire qu'on va retrouver la sécurité de l'activité des utilisateurs et des configurations. Ok, donc typiquement, si je vais avoir, alors, on va attendre que ça se mette à jour. Voilà, je vais avoir des tentatives de login suspicieuses, depuis des localisations suspicieuses, eh bien ça va remonter ici, ça va me permettre en fait d'avoir la vue sur ça. Je vais aussi pouvoir savoir s'il y a des problèmes de configuration sur mes postes. C'est-à-dire, par exemple, s'il manque du MFA sur un compte admin, ou même pas admin d'ailleurs, et puis si c'est un compte admin, ça générera une alerte critique, je vais pouvoir avoir la vue là-dessus. En fait, très simplement, ça va me permettre de garder la vue sur la sécurité, comme j'ai dit, de l'activité des utilisateurs et des configurations. Ensuite, on a l'external footprint. Alors, l'external footprint, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui va tourner autour de la sécurité de votre exposition externe. Donc, c'est-à-dire que tout ce qui va être toutes les infrastructures enrôlées sur votre domaine, c'est-à-dire que ce soit votre site web, des applications qui utiliseraient le DNS de votre domaine, 365 ou Google, on va venir peut-être un peu après. Eh bien, elle serait sécurisée par la plateforme Resilium. Donc, des scans sont performés en fait par la plateforme. Et puis, ça va permettre de me rendre compte, par exemple, si j'ai des services exposés. Qu'est-ce que j'appelle un service exposé? J'ai une database qui tourne, voilà, sur une base MySQL, sur une IP publique que je ne savais peut-être même pas être publique. Ok, la 104.22.4.147. Et sur le port 3306, eh bien, j'ai une database qui tourne. Là, forcément, il y a quelque chose qui va me tilter. Je vais dire, c'est pas normal que cette database soit exposée à l'extérieur. J'avais pas voulu mettre des accès extérieurs à cette database. Donc là, je vais pouvoir faire une revue de mes IP publics et puis peut-être supprimer l'accès à cette database en public. Je vais aussi pouvoir être au courant si jamais il manque des enregistrements SPF sur mon domaine mail. Donc là, c'est ce qui est relatif à la sécurité de mon serveur Exchange. Très intéressant aussi, je vais pouvoir en fait savoir si j'ai des technos vulnérables. Qu'est-ce que j'appelle des technos vulnérables? Je parlais tout à l'heure de mon site web. Eh bien, par exemple, mon site web va utiliser une stack technique qui souvent va utiliser du Nginx en termes de serveur web. Évidemment, du PHP, ça c'est pareil partout, ça revient tout le temps. Eh bien, il va me dire que si ma version d'Nginx ou ma version de PHP présente des CVE, parce qu'elle est outdated, c'est pas la dernière version en date, et donc si elle présente des risques, des CVE, des vulnérabilités qui sont exploitables par un attaquant, ça va m'être signalé et je vais pouvoir mettre à jour tout ça. Aussi, un cas qui revient très très fréquemment, c'est le cas des serveurs WordPress. Évidemment, aujourd'hui, on compte même plus le nombre de sites web qui sont soutenus par WordPress. Tout simplement fait avec WordPress. Et puis, si la version de WordPress n'est pas à jour, eh bien, je m'expose potentiellement à des vulnérabilités que pourrait exploiter un attaquant pour justement pénétrer mon système et porter atteinte à mon système. Et bien tout simplement avec Resilium, voilà, avec cette solution-là, vous êtes alerté si jamais votre version de WordPress est outdated et vous êtes alerté en fait des CVE, des vulnérabilités auxquelles vous êtes exposé, et bien de par la mauvaise configuration de votre WordPress. Ça c'est pour le module external footprint, donc c'est-à-dire l'exposition externe. Ok. Ensuite, on va passer un peu plus rapidement sur la suite, comme ça je permets de montrer les autres, de répondre à d'autres questions s'il y en a. Le dark web monitoring, simplement, eh bien, on va vous alerter si jamais on détecte des fuites de données relatives à votre organisation sur le dark web. En l'occurrence, des couples login mot de passe de vos utilisateurs qui seraient détectés sur le dark web, eh bien, ça remonterait une alerte. Qui vous permettrait bien sûr d'enclencher tout de suite un changement de credentials pour vos utilisateurs. Ensuite, le Cloud Data Email Protection, on a déjà vu ça. L'Endpoint Security aussi. Le Secure Browsing, très simplement, c'est une petite extension web qui va vous permettre de sécuriser votre navigation sur Internet et surtout celle de vos collaborateurs. C'est-à-dire, vous pourrez comme ça assurer la sécurité de la navigation sur le web de vos utilisateurs, très simplement via une petite extension web. Et ensuite, donc pour Security Awareness et Phishing Simulation, c'est ce qu'on a montré tout à l'heure. Donc, la diffusion de campagnes de sensibilisation et la diffusion de campagnes de simulation de phishing. Voilà pour les 9 modules. Bien sûr, si vous voulez en savoir plus, puisque là, c'est une présentation rapide, le but n'est pas de rentrer vraiment dans les détails de l'utilisation de la plateforme, eh bien, je vous invite, encore une fois, à cliquer, en tout cas, à scanner le QR code et puis à prendre contact avec nous pour pouvoir tester la solution. Vous pouvez bénéficier en fait d'une période d'essai de 14 jours pendant laquelle vous pourrez tester toutes les fonctionnalités de la plateforme et puis vous faire une idée sur l'utilisation de la plateforme. Est-ce qu'on a peut-être d'autres questions dans le chat? Alors, encore une question d'Ethan. Une question
très très intéressante en ce qui concerne les PME. Concernant l'intégration de la solution, comment cela se passe-t-il? Alors, ça c'est une question très pertinente. Pourquoi? Parce que quand on parle en fait donc solution logicielle chez les PME, tout de suite, ça peut faire peur. Comment se passe l'intégration? Est-ce que ça va bouleverser l'utilisation de nos applications déjà en place? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes d'interopérabilité entre les différentes applications? Est-ce qu'il va falloir payer des jours de prestat pour l'intégration de la solution? Enfin, est-ce que c'est on-prem? Est-ce que c'est on-cloud? On ne sait pas trop. Chez les PME, c'est souvent la panique quand il s'agit d'intégrer une nouvelle solution logicielle. Alors la question, c'est pour ça que je dis que la question est très pertinente. Comment ça se passe chez Resilium? Rassurez-vous, c'est extrêmement simple. Comme je l'ai dit, vraiment le mantra chez Resilium, c'est la simplicité d'utilisation et l'accessibilité pour les PME. C'est-à-dire que comment se passe le déploiement de notre solution? Très simplement, ici en fait, alors à savoir que la solution est conçue pour se déployer sur des environnements cloud, donc c'est-à-dire des environnements workspace, donc Microsoft 365 et Google Workspace. À partir de là, si vous êtes équipé de l'une ou l'autre de ces solutions-là de cloud, vous avez juste à cliquer sur New. Ici, rentrer en fait une adresse administratrice du domaine, en l'occurrence Microsoft 365 pour moi. Je rentre une adresse administratrice du domaine et en littéralement 30 secondes, donc ce n'est pas un abus de langage, c'est-à-dire en 30 secondes et 1 minute, vous avez déjà tous vos utilisateurs qui commencent à remonter dans la plateforme. Et ensuite, donc ça c'est pour la partie inventaire des utilisateurs, et pour la partie device, c'est-à-dire agent agent EDR, en l'occurrence Sentinel-One, eh bien vous avez ici dans les configurations Security Control la possibilité de déployer un agent EDR sur les postes. Très simplement, ici, je vais cliquer sur Deploy dans la configuration du module Endpoint Security. Et puis, je vais pouvoir choisir en fait le package qui m'intéresse. Si je suis sur du Windows, je vais prendre le Windows. Je peux choisir un MSI ou un .exe. Si c'est du Mac, j'ai aussi tout ce qu'il faut pour le déployer sur du Mac. Et puis du Linux, pareil pour les serveurs Linux. Donc on couvre en fait tous les systèmes d'exploitation. Et puis je vais installer, comme je pourrais le faire très classiquement, sur mes postes, un installateur via un script en fonction de ce que je préfère, en fonction de ce que j'ai l'habitude de faire. Je vais installer l'agent. Une fois que l'agent est installé sur les postes, ça peut être, comme je l'ai dit, du Windows, du Mac, du serveur Linux. Bien, je vais avoir mon inventaire de postes qui remonte ici. Et là, à partir de là, je vais pouvoir monitorer la sécurité de mes postes, tout simplement en cliquant très simple ici et en étant basculé sur les différentes alertes. Vous pouvez voir aussi en fait que l'accent a été mis en fait sur ce qu'on va appeler les points de rebond, c'est-à-dire que beaucoup de boutons sont disséminés dans la plateforme qui me permettent d'accéder aux fonctions principales qui sont le traitement des alertes et les configurations. Oui, stocker la donnée. Oui, alors pour le stockage des données, intéressant. Eh bien, on stocke toutes les données sur des serveurs Google qui sont donc en Belgique et donc on est complètement donc conforme au RGPD. Les données ne sortent évidemment pas de l'Union européenne et c'est donc des instances de stockage qui ont beaucoup de certifications en termes d'assurance de privacy, de caractère privé des données, notamment HDS. Donc, ce sont des hébergements aptes à héberger notamment des données de santé. Ça nous donne un peu une idée sur les niveaux qu'on impose en fait sur nos partenaires en termes de stockage de données. Et donc, pour l'autre question au niveau de la conformité, que faites-vous? Alors, très intéressant pour la conformité. C'est vrai qu'on avait évoqué cette partie-là pour la conformité. Donc, les normes de conformité sont d'un but présentes pour les PME. Et donc des sanctions, comme je l'ai dit au début de présentation, vont commencer à rentrer en jeu à la fin de l'année. Alors nous, en fait, en termes de conformité, on est là pour accompagner les PME à se mettre aux normes, notamment sur la NIS2, notamment sur le RGPD, etc. On retrouve, voilà, vous avez toujours la vue sur la plateforme, on retrouve ici un module qui est le module de compliance. Donc je l'ai montré tout à l'heure, en fait, la résolution des alertes. Et puis en fait, ce module de compliance va nous permettre de suivre en temps réel, en fonction des alertes auxquelles on est confronté, et bien tout simplement les contrevenances aux différentes normes de conformité. Qu'est-ce que je veux dire? Par exemple, ici, j'ai sélectionné SOC 2, mais donc on va retrouver la même chose en fait sur le RGPD par exemple. Il y a NIS 2 qui arrive prochainement. Il va me dire en fait, voilà, par exemple, là, vous avez ce point-là, le monitoring de la posture des appareils qui contrevient potentiellement à l'article 32 du RGPD, la sécurité des process. Ici, Cloud Data. Donc en fait, il va me lister mes alertes en fonction, il va me catégoriser mes alertes en fonction des points de la réglementation, en l'occurrence ici la RGPD, auquel je contreviens avec les alertes en question. Et puis, je vais pouvoir être basculé sur les alertes
et les traiter, et comme ça en fait me mettre aux normes. Et en fait c'est un outil qui va me permettre d'être accompagné pour me mettre aux normes. Évidemment que cet outil-là ne fait pas tout en termes de conformité, hein, c'est-à-dire que il va falloir faire d'autres actions en dehors de l'utilisation de cette plateforme pour se mettre aux normes, mais on estime qu'on peut couvrir comme ça 80% de la réglementation autour de la NIS2, de la mise en conformité autour de la NIS2, en utilisant la plateforme régulière de manière complète et en utilisant en fait cet outil d'accompagnement à la conformité, ça peut grandement aider les PME à se mettre aux normes en termes de conformité. Alors, on arrive en fin de présentation. J'en profite pour réitérer mes remerciements à Opera qui nous permet aujourd'hui de faire ce webinaire. Et puis j'espère que ça vous a intéressé. J'espère que vous allez justement prendre contact avec nous pour en savoir plus. Je vous remercie et puis je vous dis à bientôt. Merci à tous.